La Chine, premier émetteur mondial, émet pour la première fois moins de CO2. Pour la première fois, la Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, GES, a constaté une tendance différente dans ses émissions de CO2. Après plusieurs décennies de croissance rapide des émissions de gaz à effet de serre, celles-ci ont commencé à diminuer malgré la croissance rapide de la demande d'électricité. Une nouvelle analyse révèle que les émissions de CO2 de la Chine ont diminué de 1,6% au premier trimestre 2025 par rapport à l'année précédente, et de 1% sur les 12 derniers mois. Devenue un leader mondial de l'énergie verte, la Chine bénéficie aujourd'hui de ses investissements massifs dans les énergies renouvelables. Cette transition a permis une hausse significative de la production d'énergie propre, réduisant progressivement sa dépendance aux combustibles fossiles et au charbon. Résultat, pour la première fois, les émissions annuelles de CO2 enregistrent une baisse, selon un rapport de Carbon Brief. Selon un rapport du Global Energy Monitor, GEM, publié l'année dernière, le nombre de centrales éoliennes et solaires construites en Chine est désormais presque le double de celui du reste du monde. La Chine reste cependant de loin le plus grand émetteur de CO2 au monde, 16 millions de tonnes, suivi des États-Unis, 6 millions de tonnes, de l'Inde, 4,1 millions de tonnes, et de l'UE, 3,2 millions de tonnes. La Russie interdit Amnesty International. Lundi dernier, la Russie a officiellement interdit Amnesty International, qualifiant l'organisation de « structure indésirable » en raison de son soutien à l'Ukraine. Le bureau du procureur général a accusé l'ONG, dont le siège est à Londres, d'être un « centre de projets russophobes mondiaux », lui reprochant notamment de justifier les actes des néo-nazis ukrainiens et de plaider pour un isolement politique et économique de la Russie. Amnesty International a vivement réagi à cette décision. Sa secrétaire générale, Agnès Callamard, a dénoncé une tentative supplémentaire du Kremlin de museler la dissidence et d'étouffer la société civile. Elle a affirmé que l'organisation continuerait à dénoncer les violations des droits humains, notamment celles commises par la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, Amnesty International s'était illustré par sa documentation des crimes de guerre commis par la Russie, appelant régulièrement à ce que les responsables soient traduits en justice. L'organisation, qui revendique la défense des droits humains à l'échelle mondiale, avait néanmoins suscité la controverse en 2022 lorsqu'elle avait publié un rapport accusant l'armée ukrainienne de mettre en danger les civils en violant le droit international. Cette prise de position avait provoqué la démission du chef de sa branche de Kiev et de vives critiques de la part du président Volodymyr Zelensky. Bien que l'ONG se soit excusée pour les problèmes causés, elle avait maintenu ses conclusions. Pression internationale sur Israël après une nouvelle offensive à Gaza. Cette semaine, la communauté internationale a accentué sa pression sur Israël, alors que les forces israéliennes ont lancé une nouvelle offensive terrestre à Gaza, provoquant la mort de plusieurs centaines de civils en quelques jours. L'opération, baptisée « Le chariot de Gédéon », a vu des troupes pénétrer simultanément dans le nord et le sud de l'enclave palestinienne. En réaction, les dirigeants du Royaume-Uni, de la France et du Canada ont menacé lundi de prendre des mesures concrètes, notamment des sanctions ciblées, si Israël ne mettait pas un terme à cette offensive et ne cessait pas de bloquer l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Cette escalade est intervenue alors que le président américain Donald Trump quittait la région sans avoir réussi à conclure ni cessez-le-feu, ni accord sur les otages, laissant les tensions s'aggraver davantage. L'offensive terrestre israélienne a été précédée de plusieurs jours de frappes aériennes intensives sur la bande de Gaza. D'après les autorités sanitaires locales, ces bombardements ont détruit des quartiers entiers et décimé des familles. Face à la pression croissante de ses alliés occidentaux, Israël a annoncé qu'il autoriserait l'entrée d'une quantité de bases de nourriture dans l'enclave assiégée. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lui-même reconnu que cette concession n'avait été envisagée que sous l'effet de cette pression. Lundi, l'agence israélienne chargée d'approuver les livraisons d'aide a indiqué que 5 camions seulement avaient pu pénétrer dans Gaza. Tom Fletcher, chef des affaires humanitaires de l'ONU, a qualifié cette livraison de « goutte d'eau dans l'océan » au regard des besoins urgents de la population. Ce développement est survenu alors qu'Israël et le Hamas avaient entamé, samedi à Doha, de nouveaux pourparlers indirects visant à relancer les discussions sur un possible accord de trêve et d'échange d'otages. Le Liban dans une impasse, le Hezbollah en quête de légitimité politique. Alors que le sud du Liban reste marqué par les destructions causées par les bombardements israéliens, le Hezbollah a intensifié sa campagne pour les élections locales de samedi, cherchant à consolider son influence politique malgré les revers subis lors du conflit armé de l'année précédente. Pour le groupe chiite soutenu par l'Iran, ce scrutin revêtait une importance stratégique. Dans un climat de pression croissante pour son désarmement et alors que les frappes israéliennes se poursuivent sporadiquement. Malgré les difficultés, les 3 premiers tours de vote organisés ce mois-ci se sont révélés favorables au Hezbollah, qui a enregistré des résultats solides dans ses bastions. Dans le sud du pays, où l'opposition est quasi inexistante, le Hezbollah et ses alliés ont remporté leur première victoire sans grande résistance.
Nous voterons avec du sang, a déclaré Ali Tabara, 21 ans, cité par Reuters. Privé de son village d'Adaïseh, réduit en ruine, il s'est déplacé jusqu'à Nabatie pour voter. C'est un désert maintenant, a-t-il confié, illustrant la résilience, mais aussi le désespoir d'une partie de la population chiite fidèle au mouvement. Opération Endgame, coup dur pour les réseaux mondiaux de ransomware. Une vaste opération internationale baptisée Endgame a porté un coup majeur au réseau de cybercriminalité spécialisé dans les attaques par ransomware. Coordonnée par Europol et Eurojust, cette action conjointe a mobilisé des enquêteurs du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France, du Danemark et des Pays-Bas. L'opération a permis de neutraliser plus de 300 serveurs à travers le monde, de désactiver 650 domaines liés à des infrastructures criminelles et d'émettre 20 mandats d'arrêt internationaux. En outre, les autorités ont saisi 3,5 millions d'euros en crypto-monnaies, souvent utilisées pour blanchir les paiements de rançon. Les attaques par ransomware consistent à bloquer l'accès aux données d'une cible, hôpitaux, écoles, entreprises ou institutions publiques, et à exiger une rançon pour les débloquer. Cette opération marque l'un des efforts les plus coordonnés à ce jour pour enrayer une menace croissante pesant sur les systèmes critiques à l'échelle mondiale.